Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment configurer le Windows Server 2022 pas à pas. Et le but, c'est de comprendre les principales étapes d'installation et de configuration d'un serveur, c'est-à-dire attribuer un nom, configuration du réseau, ajouter les rôles comme Active Directory, le DNS et le DHCP. Et l'objectif principal, comme je l'ai dit à la fin, pour que chacun de vous soit capable de transformer une simple machine en un serveur pleinement fonctionnel pour un réseau local. Avant toute installation, nous allons d'abord parler des versions de Windows Server. Pas le Windows classique, mais le Windows Server. Les versions précédentes un peu récentes, comme le 2016, 19, 22, 25. Même le 16, 19, ce sont des versions obsolètes déjà. En termes de sécurité, sont très vulnérables. Ils sont très vulnérables et voilà. Quand je parle également de l'amélioration de la sécurité de virtualisation Hyper-V et l'intégration des clouds dans l'Azure, je parle en termes de sécurité, en termes d'adaptation et l'évolution du système à notre époque. Et vu les précédentes années, les Windows qui existaient aujourd'hui ne sont plus adaptés. Nous, à notre époque, en termes de sécurité, c'est très vulnérable et je pense qu'il faut s'adapter en fonction de l'évolution. Il faut suivre la tendance. Et même si parfois il ne faut pas oublier les anciennes versions, mais ils sont plus adaptés à notre temps, c'est la technologie. Ce qu'il faut avoir sur ton ordinateur ou sur ta machine avant l'installation de ton Windows Server, c'est que Microsoft nous recommande d'avoir un processeur de 2 GHz, le minimum 2 GHz de RAM, non, 2 GHz en termes de processeur, excuse-moi, 2 GHz en termes de processeur, 2 Go de RAM au minimum, allant de 2 à 8 Go, c'est ça qui est recommandé, et 32 à 100 Go de disque dur, et avoir une carte réseau assez compatible. L'installation de Windows Server ne fera pas partie de mon lab aujourd'hui, mais une fois que vous insérez le support d'installation, vous démarrez le programme, vous choisissez la langue, le format, voilà, puis vous cliquez sur installer. Une fois que l'installation démarre, là, vous choisissez votre version de Windows que vous voulez installer, parce que souvent ça vient avec 2 ou 3 versions, standard ou avec l'expérience du bureau. Vous choisissez l'expérience du bureau pour l'interface graphique, et ensuite vous acceptez les conditions d'installation que vous choisissez, et puis vous personnalisez, vous sélectionnez le système que vous voulez installer et le serveur redémarre automatiquement après l'installation. Comme ça, et le serveur, vous pouvez passer à l'étape suivante. Bien sûr, après le redémarrage, c'est l'étape qui suit, c'est définir un mot de passe pour l'administrateur. Ensuite, une fois connecté, vous pouvez accéder à votre serveur manager et qui va d'ailleurs s'ouvrir automatiquement. C'est de là que vous pouvez faire toutes les configurations principales, en commençant par donner un nom au serveur dans le menu local. Et vous partez dans le menu local, computer name, vous changez et vous saisissez un nom, par exemple SRV 2022-2023. Cela dépendra de vous. Et le serveur demain pour appliquer le changement, et comme ça il prendra automatiquement le nouveau nom que vous l'avez donné. Bien sûr, sur le serveur local, une fois que vous avez renommé, vous pouvez passer à la mise à jour pour maintenir le système à jour et le mettre sous, voilà, parce que maintenir le système à jour, c'est appelé aussi à renforcer la sécurité. Également, le parfait, ça aussi, c'est une stratégie de sécurité qui permet de donner les autorisations d'accès. C'est très vaste, mais sur le lab, nous allons voir quelques stratégies appliquées sur le Windows et sur le pare-feu, également sur la configuration des stratégies de sécurité locale, telles que voilà, les mots de passe, les accès réduits, la configuration sous des ports, des mots de passe, etc. Plein de trucs, c'est assez vaste, c'est l'ensemble, c'est un monde à l'intérieur, mais nous allons voir une petite partie pour vous donner des idées à quoi ça ressemble. Et rôles et fonctionnalités, et là on nous parle d'installer les rôles et les fonctionnalités. Depuis votre serveur manager, vous pouvez cliquer sur add role and feature, prenez ça comme ça, et là à partir de là on suit l'assistant et les types d'installation. Vous choisissez les rôles que vous voulez installer, soit vous sélectionnez en tout cas soit le ADDS que nous appelons Active Directory Domain Service, et le DNS serveur, le DHCP serveur, et le Windows installe les composants nécessaires et redémarre la machine si besoin. Bon, ça ce sont les outils d'administration.
Bon, c'est pas grand chose, c'est juste l'interface graphique, le PowerShell. L'interface graphique, c'est parce que nous utilisons un serveur avec des icônes et tout, c'est pas avec des lignes de code, hein. Et avec le PowerShell également, qui est très utile. On a également le RSAT, qui est Remote Service ou Remote Server Administration et Tools. Et c'est un outil très intéressant aussi sur le Windows Server. Ce sont des outils d'administration. On va voir ça un peu plus avancé dans le lab. Bah, ce qui concerne par exemple la configuration avancée, le serveur doit avoir une adresse IP fixe qu'on doit l'attribuer à partir de la carte réseau. Dans l'IPv4, on l'attribue une adresse IP fixe, on lui donne un masque de sous-réseau et une passerelle. Également, on va lui donner un DNS préféré, l'adresse du serveur lui-même par exemple. Et ensuite, on va valider et on teste avec la commande ping comme toujours pour voir est-ce que ça fonctionne. Ça, c'est un peu la configuration de base. Pas trop avancée, mais voilà. Nécessaire quand même, obligé. Je l'appelle les bonnes pratiques, mais c'est une obligation parce que tu peux pas gérer un serveur, un Windows Server sans faire ces quelques étapes, utiliser une adresse IP fixe et maintenir le système à jour et séparer les rôles des serveurs et sauvegarder régulièrement, surveiller les zones d'événements. Et voilà, donc je pense que ce sont des éléments les plus importants sur le serveur parce que tu peux pas en tout cas gérer un serveur sans adresse IP, tu peux pas gérer un serveur qui n'est pas à jour, tu peux pas gérer deux serveurs qui n'ont pas des rôles ou des fonctionnalités non séparées sur le serveur. Bon, en termes de sauvegarde, ça dépend de ton disque. C'est pas obligatoire de faire des sauvegardes si tu n'as pas des fichiers ou des dossiers qui sont très importants à sauvegarder. Si tu n'es pas au sein d'une entreprise, sauvegarder, ça sert à rien. Et sauver les zones d'événement, c'est très important parce que quand le serveur tombe en panne, il faut partir chercher le problème en tant que technicien de réseau, aller chercher le problème sur les zones d'événement, savoir à quel moment que la machine est tombée en panne, c'est quoi le problème, quel est le service qui s'est arrêté, pourquoi il s'est arrêté. Ce sont des questions que tu te poses. Donc, c'est un peu ça. Conclusion, comme je le dis toujours, le Windows Server, c'est un environnement classique mais professionnel assez sécurisé. Et il est très indispensable. En tout cas, dans la vie des professionnels d'IT, c'est le Windows Server, je me dis, c'est le top des tops pour moi. Voilà. Donc, on peut pas avoir les mêmes avis là-dessus, mais moi, je trouve que le Windows Server, c'est, en tout cas, en termes d'administration, c'est le top des tops. Vous pouvez avoir beaucoup de systèmes d'administration, mais moi, je trouve que, voilà, en termes de stabilité, d'infrastructure, de sécurité, je trouve que c'est, voilà. Nous voilà de retour sur notre interface graphique Windows Server. On va essayer par là de configurer, c'est-à-dire notre environnement. Mais avant de passer à la configuration, je vais vous montrer voilà, je vais vous présenter l'interface graphique de Windows Server. Et là, nous avons le nom de l'ordinateur, c'est-à-dire on peut, à partir de là, on peut nommer, c'est-à-dire donner un nom à ce serveur. Et là où c'est écrit groupe de travail, ça c'est le nom du domaine parce que comme par défaut, tout ordinateur, c'est Workgroup. En fait, ça c'est voilà, c'est par défaut. Et à partir de là, on peut faire les mises à jour de notre système pour le maintenir à jour, comme ce que je vous ai expliqué précédemment. Et là, c'est l'antivirus Microsoft Defender qui nous permet ici de gérer les flux d'entrée et sortie voilà, de donner des permissions d'entrée et sortie, contrôler notre réseau en termes de sécurité pour savoir qui rentre, qui ne rentre pas, qui a l'accès, quels sont les ports ouverts, etc. Et, et là, l'association des cartes réseau, ça c'est autre chose. Par exemple, si on doit faire, c'est-à-dire on doit créer un pont. Si tu es par exemple, sur le Wi-Fi et tu veux créer un pont entre ton téléphone et le serveur pour que tu puisses avoir l'accès, parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité, par exemple, d'avoir un Wi-Fi avec un câble RJ45 bien équipé. Vous pouvez créer des ponts en ajoutant des cartes réseau. Et là, c'est à partir de là qu'on peut soit attribuer une adresse IP, soit par DHCP, et soit par une adresse statique. Mais là, on donne une adresse statique parce que ce serait un serveur. Si c'était une machine lambda, on pourrait l'attribuer avec un serveur DHCP. Mais là, nous, on va donner une adresse statique qui ne bouge pas. Et là, ça, c'est le fuseau horaire. Il faut toujours régler le fuseau horaire en fonction
Là, excusez-moi, ça c'est le fuseau horaire. Il faut tous donner le fuseau horaire en fonction de votre emplacement, de votre pays, voilà, et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, et là, on a l'outil gérer, on a le menu gérer. Et à partir de là, on peut ajouter des fonctionnalités et là, on peut les supprimer. Les fonctionnalités, ce sont les rôles. Par exemple, si on veut ajouter le nom de domaine, l'ADDS, le serveur DHCP, tout ce qui s'ensuit, on l'ajoute à partir de là. Et si on veut le supprimer, c'est là. À partir de là, on supprime les rôles. Et au niveau de menu outils, ça regorge presque l'ensemble des éléments qui nous permettront de passer à une configuration supérieure, je vais le dire comme ça. Et parce que là, par exemple, au niveau de l'Active Directory, au niveau des outils de gestion, d'optimisation, c'est voilà tout ce qui concerne par exemple les outils de stratégie de sécurité, des groupes, tout le pare-feu, tout se trouve dans le menu outils. Donc après, on a quoi d'autre? On a voilà, le pourcentage, par exemple, on veut agrandir l'interface, on veut le mettre à 25%, on peut afficher voilà, soit à 150%, la résolution et tout. Et là, c'est la barre de notification. Et là, c'est le menu d'actualisation. Là, on peut l'actualiser. Voilà, si on a émis une action au niveau du serveur, on veut que ça prenne en compte dès maintenant, tu peux l'actualiser. Et là, ça, ce sont les caractéristiques de notre machine, de notre serveur qui est là. On sait qu'on a un Intel Core voilà, TM-i5 et avec un processeur de 3.3 et 2 Go de RAM et 59 Go de mémoire. Donc, voilà l'ensemble de l'environnement, quelques parties de l'environnement de notre serveur. Et là, c'est là, si vous avez par exemple 2 ou 3 serveurs qui sont installés, vous pouvez cliquer là pour voir le nombre de serveurs que vous détenez. Pour le moment, moi, je n'ai rien parce que c'est un serveur vide. Et là, ça, c'est le service de fichiers. Voilà, quand on parle de fichiers et tout ce qui s'ensuit, c'est l'espace de stockage partagé. Et si je veux par exemple partager des fichiers avec d'autres employés ou d'autres collaborateurs au sein de l'entreprise, c'est à partir de là, on peut voir à partir de là le serveur sur lequel je dois partager le fichier, comment on appelle, le volume de disques, le disque dur et les poules de disques qui existent au niveau du serveur. Et après, il y a pas mal de fonctionnalités également à l'interne. Et tout ça, on va essayer de voir ça progressivement. Et quand vous descendez un peu plus bas, vous allez voir les journaux, les journaux d'événements. Ça c'est tout. En bas, on a les services également, les services qui sont à l'arrêt, les services qui sont désactivés, qui sont activés, etc. Donc, ça, c'est l'ensemble de l'interface du serveur. Et là, après, on va passer maintenant au niveau de la configuration. C'est par renommer le nom de l'ordinateur et lui donner un nom. Et voilà, là, quand on clique sur le nom, on vient là, modifier. Et puis voilà. Et moi, je vais le renommer IT Tech 02. Ah, bon, IT Tech, voilà. Je peux lui donner juste un nom de référence, et puis voilà quoi. Et puis là, je clique sur OK. Une fois que je clique sur OK, la machine va vouloir redémarrer, voilà, pour prendre en compte le nom que je lui ai donné. Donc, c'est tout à fait normal. Et voilà, on dit, vous pouvez redémarrer l'ordinateur pour appliquer les modifications. J'ai dit OK. Bah, sauf que moi, je suis pas encore prêt. Il faudrait d'abord que je fasse d'autres configurations. J'applique d'abord d'autres configurations avant de redémarrer. Ainsi, quand je redémarre, ça va prendre toutes les fonctionnalités en compte. Donc, je ne vais pas à chaque fois redémarrer la machine et revenir redémarrer. Donc, je dis redémarrer plus tard. Une fois que je donne le nom, j'attribue une adresse IP. Voilà. Mais là, attention. Là, on va avoir un petit bémol parce qu'il faut faire beaucoup attention à ce niveau. Voilà la carte réseau, la seule carte réseau qui figure sur l'ordinateur. Je clique 2 fois. Vu que moi, je suis connecté sur Internet, si je veux continuer ma configuration tout en restant sur Internet, il faut tenir compte de l'adresse du réseau sur lequel je suis connecté. Donc, je clique sur détail pour voir les adresses disponibles, les adresses sur lesquelles je dois me référer pour donner une adresse IP à mon serveur tout en restant connecté sur l'Internet. Sinon, une fois que tu modifies l'adresse IP en dehors de l'adresse IP de réseau, tu n'auras plus l'Internet, tu vas rester en local, mais tu ne pourras pas aller sur Internet.
Bon, voilà, je vois que cet ordinateur est sur le 192.168.131.131 et l'adresse du passerelle, elle est là, c'est 131.2. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est ça qui m'intéresse pour rester sur le réseau. Donc, voilà, c'est cette adresse qui m'intéresse de plus. Donc, une fois que, voilà, je récupère l'adresse, je clique sur fermer, je clique sur propriété. Et une fois là, je viens sur protocole Internet version TCP, c'est-à-dire le IPv4. Vous voyez que c'est sur automatique. Donc, si tu vois que je navigue automatique, je navigue sur Internet avec le serveur, c'est parce que le serveur DHCP a attribué une adresse, voilà, une adresse IP provisoire, temporaire à la machine qui va changer soit chaque un jour ou chaque 24 heures ou chaque 30 minutes, ça dépend. Donc, moi, je viens ici, je clique sur utiliser l'adresse IP suivante. Donc, c'est une adresse IP statique que moi-même, je vais attribuer à l'ordinateur. Donc, je vais le donner 192.168. Déjà, je vais lui donner en fonction de l'adresse IP que j'ai affichée tout à l'heure. Donc, c'est 192.168.131.131.90. Et là, je donne le masque de sous-réseau et je donne également la passerelle qui était mentionnée, c'était 192.168.131.2. Excusez-moi, là, c'est pas 32, c'est 31. Voilà, 131.2. Donc, je vais essayer de donner une adresse IP sous forme de DNS. Voilà. Donc, moi, je préfère donner l'adresse IP du serveur comme DNS en premier position, comme DNS préféré. Je donne le 192.168.131.90 comme DNS préféré. Et une adresse IP auxiliaire, je peux mettre l'adresse IP de Google 8.8.8. Donc, une fois je finis, je valide. Je clique sur OK. Et là, vous allez voir, il va me déconnecter. On ne dit pas d'accès des réseaux. Il va rechercher et puis me reconnecter à nouveau. Et là, je clique sur fermer. Je ferme la carte réseau. Et là, une fois que j'actualise, et voilà, vous allez voir l'adresse IP que j'ai donnée à la machine. Donc, je suis à nouveau, je suis maintenant avec cette adresse IP. C'est l'identité de l'ordinateur. Et puis, je peux également mettre, donc, je peux également mettre le serveur à jour à partir de là. Donc, une fois que je finis de faire ça, je vais essayer de redémarrer la machine afin de continuer également la procédure de configuration. Donc, on va essayer de redémarrer la machine. Voilà. Ok. Je vais arrêter la vidéo et ainsi après le redémarrage. Voilà que l'ordinateur a redémarré. Et là, nous allons constater que le nom est resté intact. Voilà. On n'a pas encore un nom de domaine, c'est pourquoi le workgroup est encore là parce que le workgroup va changer, c'est quand on donne un nom, on met un contrôleur de domaine en place que celui-ci va changer. Mais le nom de l'ordinateur quand même a changé et nous allons constater également que on a encore l'adresse IP disponible. Donc on va mettre le contrôleur de domaine en place. Mais ce qu'il faut savoir, le contrôleur de domaine ou encore l'Active Directory, c'est un point très essentiel. Dans un réseau professionnel, il n'est pas pratique, par exemple, de gérer chaque ordinateur séparément. Le contrôleur de domaine centralise tout, les comptes d'utilisateurs, les ordinateurs, les autorisations et la sécurité également. Donc concrètement, quand un utilisateur veut se connecter à une machine du domaine, c'est le contrôleur de domaine qui vérifie d'abord son identité et qui lui donne accès aux ressources autorisées. Donc c'est tout comme le DNS également qui est indispensable parce que quand on veut intégrer une machine dans le domaine, il faut forcément qu'on ait le DNS, il faut forcément que la machine retrouve le DNS du serveur. Donc, on va essayer d'installer les deux rôles, c'est-à-dire on clique sur gérer et ajouter les nouvelles fonctionnalités et tout. Les rôles, on suit l'assistant. Et là, vous allez constater qu'il a retrouvé le serveur, son adresse IP, son nom. On clique sur suivant. Et là, nous allons nous retrouver au niveau des rôles. Donc là, on va chercher d'abord le DNS, on va installer les deux à la fois. Et le ADDS qui est là. Là, on met suivant, suivant. Et on va essayer de l'installer. Et là, on va attendre après l'installation. Et une fois que l'installation est terminée, il va essayer de
Une fois que l'installation est terminée, on va essayer de le fermer et puis voilà, on continue. On va promouvoir le contrôleur de domaine tout en venant sur le bouton de notification parce que là, il va afficher un panneau, un panneau jaune pour nous dire que bon, écoute, le contrôleur de domaine est prêt, il faut essayer de le promouvoir. Donc, nous allons attendre juste après l'installation de notre contrôleur de domaine et voilà, on va essayer de promouvoir le contrôleur de domaine. Maintenant que l'installation est terminée, ils vont écrire ici, regardez, configuration requise installation reçue sur IT Tech. Donc là, on vient cliquer sur fermer. Très simple. Je vais essayer d'agrandir ça. Et là, vous allez voir le panneau jaune. Une fois qu'on clique dessus, ils vont nous dire, ben, regardez, configuration requise par service ADDS, IT Tech, promouvoir, voilà, ce service de serveur de contrôleur de domaine. On clique dessus. Et là, nous avons trois options. Et chacune des options a une grande importance, hein, sauf que on l'utilise c'est quand on a besoin. La première option, on nous dit ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. Deuxième option, on nous dit ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Et troisième, on nous dit ajouter une nouvelle forêt. Voilà. Donc c'est très simple parce que nous, c'est notre première forêt. Et voilà, c'est notre premier contrôleur de domaine. Et là, on clique sur ajouter une nouvelle forêt. Et là, nous allons essayer de faire rentrer notre nom de domaine. C'est quoi notre nom de domaine? C'est à nous de décider. Par exemple, moi, sur mon serveur, sur tous mes serveurs déjà, je les appelle comme ça, SRVD. Voilà, je mets point local. Voilà, tout simplement. SRVD.local. Donc, une fois que je donne le nom de mon point, comment on appelle, de mon nom de domaine, je clique sur suivant, suivant, et ils vont me demander de mettre un mot de passe. C'est logique. Et voilà. Et là, regardez bien, je ne peux pas vous expliquer toutes ces fonctionnalités, voilà, toutes ces fonctionnalités, le R2, voilà, ça, on peut le faire si vous voulez dans une nouvelle vidéo. Maintenant là, moi je vais essayer de donner un mot de passe. Ce mot de passe, c'est pour que par exemple, si quelqu'un essaie de supprimer ou de prendre contrôle sur prendre main sur votre contrôleur de domaine, s'il n'a pas le mot de passe, il ne peut pas. Ou soit par exemple, je veux supprimer quelque chose ou en tout cas faire quelque chose sur votre contrôleur de domaine, sur votre serveur. Si j'ai pas le mot de passe du contrôleur de domaine, je ne peux pas. C'est pourquoi on exige à ce qu'on mette un mot de passe bien spécifié, un mot de passe bien garni afin que le serveur soit sécurisé. Donc là, je vais essayer de faire entrer mon mot de passe et je vais essayer de répéter le même mot de passe en bas. Et voilà. Donc une fois que je fais rentrer le mot de passe, et je clique sur suivant. Et après là, on n'a rien à faire. Ça, c'est créer une délégation de DNS. Ça, c'est autre chose. Également, je vous dis, le serveur, il est très vaste. C'est un monde à l'interne. Donc, on fait juste ce qui nous intéresse. Je vais suivant. Et le NetBIOS, c'est le nom court du domaine, au fait. Le nom court du domaine, au lieu d'écrire par exemple srvd.local, voilà, il va donner juste le nom court du domaine, par exemple srvd, tout court. Ça, c'est le nom court de mon domaine. Donc, je mets suivant. Également, je suis l'assistant. Et voilà, ça, les dossiers 6 volts. Bon, je sais pas si on va en parler parce que je veux pas que la vidéo soit assez longue. Le dossier 6 volts, ce sont des dossiers qu'on peut bon, ceux qui sont bien, ceux qui se sentent mieux, par exemple, avec les lignes de code, vous pouvez sauvegarder, par exemple, les dossiers 6 volts. Si vous avez des modifications ou ajouter un serveur sur votre contrôleur de domaine, vous pouvez le faire à partir de PowerShell en gardant sur ce dossier de 6 volts parce que le dossier 6 volts, c'est un dossier très important et qui permet, par exemple, d'optimiser en plus notre serveur sans que vous ne répétez les mêmes actions à chaque fois. Donc, je mets voilà, suivant. Ça, c'est voilà, les scripts voilà, ça aussi, c'est des scripts de dossier 6 volts. Vous pouvez copier et enregistrer dans un dossier en affichant le script, il est là. Et voilà, vous pouvez le copier, enregistrer si vous avez des modifications ou en tout cas, vous avez une optimisation à faire en fonction du serveur ou répliquer un autre serveur sur votre serveur. Voilà, vous pouvez le faire avec le PowerShell à partir de ce script. Et voilà, donc on met ce suivant, on continue de l'assistant et tout.
Donc, on va attendre à ce que la vérification soit terminée, l'installation soit terminée, et puis il va essayer de redémarrer. Voilà, là, on va essayer de l'installer, installer, voilà. On va installer et puis attendre. Attendre que l'installation finisse, et une fois qu'il finit d'installer, il va essayer de redémarrer. Et comme ça, on aura notre contrôleur de domaine en place. Une fois que l'installation est terminée, ça déconnecte automatiquement, vous pouvez le constater. Et là, nous, on clique sur fermer. Et fermer, on attend que l'ordinateur ça redémarre. Une fois que ça redémarre, et puis là, on aura la main sur notre contrôleur de domaine. Voilà que la machine a redémarré. Et vous allez constater, une fois qu'on redémarre la machine, voilà comment l'interface se présente. Et avec le SRVD, anti/administrateur. Ça veut dire que c'est-à-dire le contrôleur de domaine a été bien mis en place et il a été bien placé, il a été bien promulgué et tout. Et là, ce qui nous reste, c'est de mettre notre mot de passe et pour y accéder. Donc, je vais essayer de mettre le mot de passe du serveur. Attention, ça c'est le mot de passe du serveur qu'on doit mettre en place. Le mot de passe du serveur est différent du mot de passe du contrôleur de domaine. Voilà. Et voilà, une fois qu'on met le mot de passe et on redémarre la machine, voilà comment ça se présente. Voilà notre tableau de bord et tout. Et voilà notre serveur. Et voilà le rôle qu'on a installé, le ADDS et le DNS, qui sont déjà fonctionnels. Et voilà. Et quand on vient au niveau du serveur local, nous allons constater qu'on a bien notre nom de l'ordinateur, notre contrôleur de domaine qui est le SRVD, le point local, qui représente ici le nom de notre domaine. Également, on a notre adresse IP qui est en place. Et quand on vérifie également dans le menu outils, là on retrouve à nouveau l'Active Directory, le service Active Directory et tout ce qui est utilisateur et ordinateur Active Directory, c'est-à-dire la gestion des utilisateurs, des groupes, des ordinateurs et tout ce qui s'ensuit. On retrouve ici notre nom de domaine et tout. Donc voilà, c'était un peu ça. C'était un peu ça par rapport au serveur. Ça, c'est juste, bon, je peux appeler ça une introduction, quelques ramassés, parce que ce n'est même pas une introduction, c'est quelques ramassés d'informations sur le serveur, sur le serveur Windows Server également. Et on s'est dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être pour approfondir un peu, et puis on va voir comment ça fonctionne, l'intégration dans le domaine, c'est-à-dire l'intégrer une machine Windows dans ce domaine, comment gérer les utilisateurs, créer les utilisateurs, les gérer également à partir de là, utilisateur Active Directory, comment gérer les mots de passe des utilisateurs, créer des conteneurs, etc., les unités d'organisation et tout ce qui s'ensuit au fait, parce que on peut, on va commencer à en parler, on peut en parler jusqu'à demain. Bon, nous voilà à la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'oublie pas de me liker, partager et laisse-moi un petit commentaire. Peut-être on va se retrouver demain ou après-demain dans une nouvelle vidéo. On va parler des conteneurs, c'est-à-dire des unités d'organisation, la création des utilisateurs, l'intégration d'une machine dans le domaine également, la gestion des mots de passe et tant d'autres. Parce que le Windows Server, on va commencer à en parler aujourd'hui, 2 ou 3, 4 jours, parce que c'est un monde, ça ne finit pas au fait. Il est tellement vaste que des fois tu te demandes est-ce que tu as bien appris ce cours, mais bon, on va s'y mettre et puis voilà quoi. Donc on s'est dit à bientôt et voilà dans une nouvelle vidéo et on se reprend. Merci.